À 87 ans, Enrico Macias continue d'apparaître sous les projecteurs, malgré les rumeurs alarmantes sur sa santé. Derrière ces titres exagérés se cache pourtant une réalité plus profonde, celle d'un homme qui avance avec ses douleurs sans renoncer à chanter. Car les blessures les plus lourdes ne viennent pas seulement du corps. Elles portent les noms d'une patrie perdue, d'un frère disparu, d'une épouse irremplaçable et d'une fortune menacée. Lorsque la scène s'éteint, une autre histoire commence, celle d'un artiste qui lutte contre le silence et la solitude. À l'été 2024, plusieurs annulations de concerts ont suffi pour déclencher une vague de rumeurs. Sur les réseaux sociaux, certains titres annonçaient déjà un Enrico Macias gravement malade, affaibli, presque retiré du monde. La réalité était moins spectaculaire, mais elle n'en demeurait pas douloureuse. Le chanteur souffrait de fortes douleurs liées à une fracture vertébrale, une épreuve qui l'obligeait à ralentir, à renoncer temporairement à la scène et à accepter que son corps ne lui obéisse plus comme autrefois. Pour un artiste qui a toujours vécu dans le mouvement, l'arrêt fut difficile. Depuis sa jeunesse, Enrico avait appris à se protéger par l'activité, par le sport, par cette discipline quotidienne qui lui donnait le sentiment de rester maître du temps. Mais à 87 ans, chaque chute laisse une trace plus profonde. Chaque blessure demande davantage de patience. Son histoire médicale avait déjà connu plusieurs alertes. En 2015, une chute dans sa salle de bain provoqua une grave fracture du bras droit et nécessita une opération. Quelques années plus tard, en 2020, une nouvelle chute entraîna une fracture du col du fémur. Ces accidents furent parfois transformés, déformés, amplifiés, jusqu'à faire croire que le chanteur se trouvait entre la vie et la mort. Pourtant, après chaque épreuve, il réapparut, plus prudent, mais toujours debout. Au début de 2026, Enrico Macias affirmait encore entretenir sa forme avec régularité. Il évoquait le vélo d'appartement, les habitudes sportives conservées depuis sa jeunesse, ainsi qu'une hygiène de vie devenue essentielle. Il ne prétendait pas avoir vaincu l'âge. Il disait simplement apprendre à vivre avec lui, à écouter les signaux de son corps sans laisser la peur décider à sa place. Cette nuance est importante. Vieillir ne signifie pas forcément disparaître, mais accepter une autre manière d'exister. Chez Enrico, la voix reste un refuge, tandis que la scène devient presque un espace de survie. Lorsqu'il chante, la douleur semble reculer, les gestes retrouvent leur mémoire et le public lui rend une énergie que les médecins ne peuvent prescrire. Le contraste fascine autant qu'il inquiète. D'un côté, un homme vulnérable, marqué par les opérations et les années. De l'autre, une légende qui refuse d'être enfermée dans l'image d'un vieillard malade. Les rumeurs parlent de déclin. Lui préfère parler de continuité. Mais les blessures du corps ne racontent qu'une petite partie de son histoire. Bien avant les chutes, les fractures et les annulations, Enrico Macias avait connu une douleur beaucoup plus profonde. Elle avait commencé en 1961, à Constantine, lorsque la violence lui arracha un homme, une ville, une part entière de lui-même. Avant de devenir Enrico Macias, il s'appelait Gaston Grenacia. À Constantine, il grandissait dans une famille juive profondément attachée à la musique. Son père jouait du violon dans l'orchestre de cheikh Raymond Léris, maître du malouf, cette musique raffinée où se mêlaient les traditions arabes, juives et andalouses. Très jeune, Gaston apprit la guitare et entra à son tour dans cet univers. Il ne savait pas encore que cette ville, ses mélodies et ses visages deviendraient bientôt le cœur de toute son œuvre. Cheikh Raymond n'était pas seulement un musicien admiré, il était aussi le père de Suzy, la jeune femme que Gaston aimait. À travers lui, le futur chanteur découvrait une famille, une discipline artistique et une idée presque sacrée de la transmission. Mais le 22 juin 1961, en pleine guerre d'Algérie, Raymond Léris fut assassiné à Constantine. Sa mort brisa brutalement un monde qui semblait jusque-là capable de faire vivre ensemble plusieurs communautés. Après ce meurtre, la peur s'installa. Pour Gaston, Suzy et leurs proches, partir ne fut plus un choix, mais une nécessité. Ils quittèrent l'Algérie pour la France, laissant derrière eux les rues de l'enfance, les habitudes familiales, les odeurs, les voix et les tombes. Traverser la Méditerranée signifiait survivre,
mais aussi accepter de devenir étranger à une terre que l'on continuait pourtant d'aimer. C'est dans cette rupture qu'est née la voix d'Enrico Macias. Sur le bateau qui l'éloignait de Constantine, il commença à écrire « Adieu mon pays ». La chanson n'était pas seulement un hommage à l'Algérie perdue, elle portait la douleur de ceux qui quittent leur maison sans savoir s'ils la reverront un jour. En quelques mots simples, il transforma une blessure intime en mémoire collective. L'exil ne s'achève pas lorsque l'on pose le pied dans un nouveau pays. Il continue dans l'accent, dans les souvenirs, dans les gestes transmis aux enfants. En France, Gaston devint Enrico, trouva un public et bâtit une carrière immense. Pourtant, derrière chaque succès restait l'homme qui avait laissé une partie de lui-même à Constantine. Ce paradoxe allait accompagner toute sa vie. La perte de l'Algérie lui donna les chansons qui le rendirent célèbre, mais la célébrité ne lui rendit jamais sa jeunesse. Plus il était applaudi, plus il semblait porter en lui la voix de ceux qui avaient été dispersés. Dans ce nouveau monde, une seule personne pouvait comprendre sans explication ce qu'il avait perdu. Suzy avait connu la même ville, le même père, le même départ. Elle ne fut donc pas seulement son épouse, elle devint la gardienne de leur passé commun, celle qui transforma l'exil en foyer et empêcha Constantine de disparaître totalement. Suzy n'a jamais été une simple présence dans la vie d'Enrico Macias. Elle fut la jeune fille de Constantine, la fille de Cheikh Raymond, la compagne du départ et la seule personne capable de comprendre ce que l'exil avait arraché à leur jeunesse. Ils se marièrent en 1962, au moment où la carrière du chanteur commençait à prendre forme en France. Pendant que les succès s'enchaînaient, Suzy resta le point fixe. Elle connaissait l'homme derrière la légende, ses doutes avant d'entrer en scène, ses silences après les concerts, sa nostalgie lorsqu'un mot ou une mélodie le ramenait à Constantine. Elle portait avec lui la mémoire d'un monde disparu. Leur mariage traversa les tournées, les absences, la fatigue et les années. Enrico pouvait être entouré de milliers de spectateurs, mais il savait qu'au retour, une seule personne l'attendait, sans voir en lui une vedette. Suzy représentait le foyer et cette continuité intime qui empêchait l'exil de devenir un vide total. Sa santé, cependant, devint peu à peu une inquiétude permanente. Fragilisée par une maladie cardiaque, elle dut subir plusieurs opérations. Enrico continua de chanter, mais derrière les lumières se cachait la peur de recevoir un appel, de rentrer trop tard ou de découvrir que la femme présente depuis le commencement ne serait plus là. En décembre 2008, Suzy mourut après 46 années de mariage. Pour Enrico, ce ne fut pas seulement la perte d'une épouse, ce fut la disparition du dernier témoin quotidien de Constantine, de celle qui avait connu Gaston avant qu'il ne devienne Enrico Macias. Une partie de son passé s'éteignit avec elle. Depuis, les rumeurs sur sa vie sentimentale reviennent régulièrement. Au début de 2024, certains affirmèrent qu'il s'était remarié avec une admiratrice. Il démentit cette histoire, expliquant qu'il ne s'agissait que d'une amie. Derrière cette mise au point, apparaissait une vérité plus profonde. Aucune relation ne pouvait occuper la place laissée par Suzy. Il continua donc à vivre entouré de souvenirs, dans un appartement devenu trop grand pour un homme seul. Aux yeux des autres, quitter ce lieu aurait peut-être été raisonnable. Pour lui, déménager aurait ressemblé à une seconde séparation. Chaque objet, chaque photographie et chaque silence semblaient encore retenir quelque chose de leur vie commune. Mais la mémoire peut consoler autant qu'elle emprisonne. Enrico apprit à avancer avec une absence qui ne disparaissait jamais vraiment. Et pourtant, Suzy n'était pas le seul être cher que le destin lui avait arraché. Bien avant sa mort, un autre drame avait frappé la famille. Un accident brutal qui allait lier pour toujours son nom à celui de Serge Lama. Le 12 août 1965, une route de France devint le théâtre d'un drame qui allait marquer plusieurs vies. Jean-Claude Grenassia, le jeune frère d'Enrico Macias, conduisait une voiture où se trouvaient Serge Lama et la pianiste Liliane Benelli, sa fiancée. Jean-Claude n'avait que 23 ans. Il travaillait comme régisseur de tournée, avec l'énergie de ceux qui pensent encore que le temps leur appartient. La voiture quitta la route et heurta violemment un arbre. Jean-Claude et Liliane moururent sur le coup. Serge Lama, grièvement blessé, survécut,
mais son corps fut brisé par l'impact. Il dut affronter des opérations, une longue immobilité et une rééducation douloureuse avant de retrouver sa place dans la vie artistique. Pour Enrico, l'annonce fut un effondrement. Après l'assassinat de Cheikh Raymond et l'exil de Constantine, il croyait peut-être avoir déjà connu l'inacceptable. Pourtant, la mort de son frère ouvrit une blessure différente, plus brutale, plus intime. Jean-Claude représentait leur jeunesse, leurs racines et le monde qu'ils avaient tenté de reconstruire en France. Dans ce type de tragédie, les questions arrivent toujours trop tard. Pourquoi cette route? Pourquoi cet instant? Pourquoi lui? Même lorsqu'aucune faute ne peut être désignée, l'esprit cherche une décision qui aurait pu tout changer. Enrico n'était pas dans la voiture, mais il dut vivre avec l'impuissance de celui qui reste et ne peut rien réparer. Le drame créa aussi un lien silencieux entre Enrico Macias et Serge Lama. L'un avait perdu son frère, l'autre la femme qu'il aimait, tandis que tous deux demeuraient prisonniers du même souvenir. Il serait excessif de parler d'hostilité durable entre eux. Leur relation fut surtout chargée d'une douleur que les mots ne pouvaient apaiser. Chaque rencontre pouvait faire revenir la même route et les mêmes absents. Ce que l'on appelle parfois la culpabilité du survivant ne signifie pas qu'une personne soit coupable. C'est une sensation plus obscure, celle d'avoir continué à vivre alors qu'un autre n'a pas eu cette chance. Chez les artistes, cette douleur se transforme souvent en musique, en silence ou en travail. Chanter devient alors une manière de retenir ceux qui sont partis. Enrico continua d'avancer, avec un deuil supplémentaire derrière son sourire. Il comprit que la célébrité ne protège ni des accidents, ni des disparitions. Elle peut seulement offrir une scène où la souffrance trouve une forme sans jamais disparaître. Des années plus tard, il penserait avoir mis sa famille à l'abri grâce à son travail. Pourtant, une nouvelle épreuve l'attendait. Cette fois, elle viendrait du monde des banques, des contrats et d'une confiance qui allait lui coûter une part de sa vie. Pendant des décennies, Enrico Macias avait construit sa sécurité à la force de sa voix. Chaque tournée, chaque disque, chaque apparition représentait des années de travail et de sacrifice. À Saint-Tropez, sa maison n'était donc pas seulement un bien immobilier. Elle contenait les étés en famille, les souvenirs de Suzy, les repas partagés et cette impression rare d'avoir enfin trouvé un lieu que personne ne pourrait lui enlever. En 2007, il accepta un montage financier proposé par Landsbanki Luxembourg. Le principe semblait avantageux, mais il reposait sur des mécanismes complexes, adossés à ses biens et à des placements dont les risques n'étaient pas toujours faciles à mesurer. Lorsque la crise bancaire éclata en 2008, l'équilibre s'effondra. Ce qui devait protéger son patrimoine devint le début d'un long cauchemar judiciaire. Les années suivantes furent marquées par les procédures, les décisions contradictoires et la menace de devoir rembourser des sommes considérables. Enrico Macias fut notamment confronté à une demande proche de 30 millions d'euros. Plus encore que le montant, c'était l'idée d'avoir été trompé qui le blessait. Il avait confié le fruit de toute une vie à des spécialistes, persuadé qu'ils sauraient le protéger. En retour, il eut le sentiment d'être abandonné au moment même où il aurait dû pouvoir vivre sans peur. À cet âge, une bataille financière n'est jamais seulement une affaire de chiffres. Elle envahit le sommeil, épuise les nerfs et transforme chaque courrier en menace. Pour un homme déjà marqué par l'exil, la mort de son frère et la disparition de son épouse, voir sa maison de Saint-Tropez menacée avait une portée presque symbolique. Il ne s'agissait pas uniquement de perdre des murs, mais de risquer de perdre encore une fois un endroit où sa mémoire pouvait se reposer. La célébrité ne protège pas de ce genre de piège. On peut connaître la scène, le public et la lumière, tout en restant vulnérable face au langage froid des contrats. Enrico avait bâti sa carrière avec l'instinct d'un artiste, mais le monde financier lui imposait ses règles, ses délais et ses silences. La blessure venait donc autant de l'argent que de la confiance trahie. Malgré tout, il continua de chanter. Chaque concert semblait lui rendre, pour quelques heures, ce que les procédures lui prenaient, la maîtrise de sa vie, le contact humain.
le sentiment d'exister autrement que dans un dossier bancaire. Mais derrière cette lutte demeurait une autre absence, plus ancienne et plus douloureuse encore. Enrico pouvait défendre une maison en France, pourtant la terre qu'il appelait encore son pays d'enfance continuait de lui fermer ses portes. Pendant plus de 60 ans, Enrico Macias a porté l'Algérie en lui sans pouvoir vraiment y retourner. Constantine n'était pas seulement la ville de son enfance. Elle représentait le visage de Cheikh Raymond, la voix de Suzy, les rues où Gaston Grenassia avait appris à aimer la musique. Revenir signifiait retrouver ses racines, mais aussi affronter tout ce que l'histoire avait rendu impossible. Au début des années 2000, un projet de retour semblait enfin prendre forme. Il devait chanter en Algérie, revoir la terre qu'il n'avait jamais cessé d'évoquer et se recueillir sur les traces de son ancien maître. Pourtant, les oppositions politiques, les tensions idéologiques et les inquiétudes liées à la sécurité finirent par faire annuler le voyage. Pour Enrico, ce refus fut plus qu'une déception professionnelle. Il eut le sentiment que sa propre patrie lui contestait le droit de se souvenir. Il serait injuste de croire que tout un peuple le rejetait. Certains Algériens souhaitaient son retour et voyaient en lui un symbole d'une époque où les cultures se répondaient. Mais les voix les plus hostiles furent les plus fortes. Elles transformèrent le rêve d'un artiste vieillissant en bataille politique, alors qu'il voulait surtout revoir les lieux où sa vie avait commencé, respirer l'air de son enfance et saluer ses morts. Cette blessure ancienne se mêlait à une solitude plus quotidienne. À Paris, Enrico vivait dans un vaste appartement rempli de photographies, de meubles et de souvenirs. Ses enfants et ses petits-enfants venaient le voir, ses proches restaient présents, mais aucune visite ne pouvait remplacer Suzy. Lorsque la porte se refermait et que le silence revenait, l'espace semblait soudain trop grand. Avec l'âge, son cercle d'amis se réduisit. Charles Aznavour, Johnny Hallyday et d'autres figures de sa génération disparurent les uns après les autres. Chaque décès emportait une part du monde qu'il avait connu. Enrico se retrouvait peu à peu comme le témoin d'un âge d'or dont les survivants devenaient rares. Sa solitude n'était donc pas l'absence d'amour. Elle venait du manque de ceux qui comprenaient sans explication, ceux qui avaient partagé les débuts, l'exil, les tournées et les deuils. Il possédait plusieurs lieux, mais aucun ne pouvait remplacer totalement un foyer perdu. Constantine vivait dans sa mémoire, Saint-Tropez dans l'incertitude, Paris dans les souvenirs. Il restait alors un dernier refuge, le seul endroit où les absents semblaient revenir et où la foule effaçait, pour quelques heures, le poids du silence. Cet endroit était la scène. Avant chaque concert, Enrico Macias reste quelques instants derrière le rideau. Le corps est moins rapide, les pas plus prudents, la fatigue plus présente. Pourtant, dès que les premières notes s'élèvent, quelque chose change. L'homme âgé disparaît presque derrière l'artiste, et la scène lui rend cette force que les années tentent peu à peu de lui reprendre. Après les douleurs qui l'avaient contraint à annuler plusieurs rendez-vous en 2024, beaucoup imaginaient un retrait définitif. Enrico, lui, parlait surtout d'une pause imposée. Revenir devant le public n'était pas une question d'orgueil, mais une nécessité intérieure. Chanter lui permettait de remettre de l'ordre dans ses souvenirs, de tenir à distance la peur et de ne pas laisser le silence devenir plus fort que lui. Pour d'autres, la retraite représente le repos. Pour Enrico, elle pourrait ressembler à une disparition. La scène n'est pas seulement son métier, elle est le lieu où sa vie entière se rassemble. Constantine y revient dans les mélodies, Suzy dans les chansons d'amour, Jean-Claude dans les absences, et tous ceux qui ne sont plus là, dans la chaleur des applaudissements. Son répertoire ressemble ainsi à une autobiographie cachée. Adieu mon pays porte la douleur de l'exil, et chansons consacrées à l'amour prolongent la mémoire d'une femme irremplaçable. Ses appels à la fraternité rappellent le rêve d'un monde capable de réunir ce que l'histoire a séparé. À chaque représentation, Enrico ne chante donc pas seulement ses succès, il raconte les blessures qui les ont fait naître. Il est aussi devenu l'un des derniers passeurs d'un univers musical où se croisent les influences arabes, juives, andalouses et françaises. Derrière sa voix demeure tout un héritage méditerranéen
fragile, complexe, parfois déchiré par la politique. En continuant à chanter, il transmet davantage que souvenirs personnels. Il empêche une part de ce monde de sombrer dans l'oubli. Le paradoxe est saisissant. Cet homme qui confie parfois sa solitude peut rassembler des salles entières. Celui qui vit dans un appartement trop vaste suffit, par quelques accords, à faire chanter des milliers de personnes ensemble. Alors, il n'est plus le veuf, l'exilé ou l'homme inquiet pour son avenir. Il redevient celui qui donne une voix à ceux qui ont perdu un pays, un amour ou une époque. Puis vient le salut final. Enrico se penche lentement, remercie le public et quitte la lumière sans bruit. Mais il se retourne souvent une dernière fois, comme s'il voulait prolonger encore le lien. Il sait qu'il ne vaincra ni le temps, ni les absences. Pourtant, chaque fois qu'il chante, le temps semble suspendre sa marche. Suzy paraît un peu moins loin, et Constantine recommence à vivre. Enrico Macias n'est pas seulement le survivant d'une époque. Il est l'homme qui a transformé ses blessures en chansons. Il a perdu une patrie, un frère, une épouse, des amis, et presque la paix de ses vieux jours. Pourtant, il n'a jamais choisi le silence. Tant qu'il montera sur scène, Constantine continuera de vivre dans sa voix. Suzy restera présente dans sa mémoire, et la solitude reculera encore un peu. Il ne chante pas pour devenir immortel, mais pour empêcher l'amour, les absents et son histoire de disparaître.